Ragnar est un perdant faible, qui a vu sa famille se faire massacrer par des dragons et n'a pas pu les sauver. Mais tout change lorsqu'il voit la vision de la mort de son crush. Il s'entraîne alors pour devenir le chasseur de dragons le plus puissant afin de la sauver et de la séduire. Mais avant cela, quand Ragnar n'était qu'un garçon, il a vu sa famille se faire dévorer par des dragons sans pouvoir agir. À cause de cela, il était constamment harcelé, car tout le monde pensait qu'il était maudit et responsable de la mort de ses parents. Un jour, une chasseuse de dragons nommée Lianika l'a trouvé et lui a demandé de chasser des dragons avec elle. Elle lui a promis de lui apprendre à survivre dans ce monde froid, et Ragnar, bien qu'hésitant, a accepté de l'accompagner. Lors de leur première mission de chasse, Ragnar a été émerveillé de voir Pipsqueak anéantir un puissant dragon. C'est alors qu'il a réalisé à quel point elle était forte, et il a décidé de rester à ses côtés pour devenir fort lui aussi. Au fil des ans, ils ont formé une équipe et chassé des dragons ensemble. Mais comme Ragnar était toujours un poids mort, Léo devait constamment le sauver, étant la plus forte chasseuse de la ville. Cela a fini par faire détester Ragnar par les autres chasseurs de la guilde, qui le voyaient comme un parasite. Un chasseur en particulier, nommé Sykes, qui était le deuxième plus fort du pays juste derrière Léo, a pris cela personnellement et a commencé à rabaisser Ragnar. Mais Léo l'a menacé avec son épée, expliquant qu'à la différence de lâches comme eux, son désir ultime est de chasser le dieu dragon pour prouver qu'elle est la plus forte. Et Ragnar est le seul assez courageux pour l'accompagner. Ce silence est celui du perdant, mais être constamment moqué pour sa faiblesse est quelque chose que Ragnar déteste. Chaque nuit, pendant que Léo dormait, il s'entraînait dur pour progresser, mais c'était impossible car il n'avait aucun talent pour chasser les dragons. Cependant, lors d'une de ses séances d'entraînement, un vieux type maigre est soudainement apparu et lui a montré une vision de l'avenir où Léo est tué par un dragon incroyablement puissant. Cela l'a terrifié. Il intensifie donc son entraînement pour ne pas perdre Léo comme il a perdu sa famille. Le lendemain, à la guilde, on apprend qu'une ville voisine a été complètement incendiée et rayée de la carte par des dragons. Pendant que tout le monde en parle, Ragnar ressent soudain un pressentiment que le cauchemar qu'il a vu sur la mort de Léo est sur le point de se réaliser. À ce moment-là, ils entendent une énorme explosion à l'extérieur. En se précipitant pour voir, ils réalisent que toute la ville est attaquée par des dragons. Horrifié, Ragnar attrape immédiatement la cape de Léo et lui demande de fuir. Mais elle refuse d'être une lâche et lui assure qu'elle ne mourra pas. Avant qu'il puisse la convaincre davantage, la petite têtue s'en va faire ce que font les héros, et Ragnar, désespéré de la sauver, se précipite après elle. Pendant ce temps, Sykes et son équipe avaient déjà couru en avant pour affronter les dragons, seulement pour tomber sur un hybride dragon supérieur lançant des tentacules acérés. En rencontrant ce monstre, Ragnar réalise que c'est la même créature qui avait tué Léo dans sa vision. Poussé par le désespoir de la sauver, Ragnar attaque le monstre, mais se fait projeter dans une rivière. En voyant cela, Léo perd son sang-froid et défie la créature pour avoir touché Ragnar. Pendant ce temps, alors que Ragnar se noie, cette expérience de mort imminente déclenche soudain des souvenirs de sa vie précédente où il s'entraîne sans relâche et finit par débloquer un statut divin. Suite à cette réalisation, sa conscience apparaît dans un vide blanc où le même vieil homme de tout à l'heure se révèle être le futur Ragnar surpuissant. Le vieux homme craque et admet que même s'il est le plus fort, il est malheureux car il a perdu Léo, qui compte tout pour lui. En entendant cela, Ragnar saisit le col du vieil homme et lui demande désespérément de lui donner son pouvoir pour qu'il puisse sauver Léo cette fois. Le vieil homme révèle que c'était toujours son intention, puis le poignarde en plein cœur pour fusionner leurs âmes. Instantanément, une vague de pouvoir écrasante envahit Ragnar et le propulse à la surface, là où le monstre dragon s'apprête à transpercer Léo avec ses tentacules. Mais l'aura terrifiante de Ragnar fait frémir le monstre, le paralysant au milieu de son attaque. Alors que Ragnar s'approche avec l'énergie d'un héros, un simple toucher fige les dragons de bas niveau avec de l'argent et les brise instantanément. Grâce à des années d'entraînement, le futur Ragnar a fusionné son corps avec sa lame argentée, se transformant en prédateur ultime des dragons. Voyant le pouvoir incroyable de Ragnar, le monstre dragon devient complètement fou et révèle sa véritable forme de dragon pour l'intimider. Mais même face à cela, Ragnar reste impassible, fige le monstre avec de l'argent et le brise d'un simple geste. Une fois la poussière retombée, Ragnar redevient normal. En serrant Léo dans ses bras, il éclate en larmes de joie après l'avoir enfin sauvé. Cependant, il s'évanouit bientôt d'épuisement. Le lendemain matin, en se réveillant, il voit Léo et réalise qu'ils sont chez Sykes. Quand Sykes entre, Ragnar le remercie de les avoir accueillis, mais insiste pour quitter la ville immédiatement, convaincu que le seigneur des dragons enverra d'autres dragons se venger. Mais Sykes veut savoir comment un loser comme Ragnar est devenu le dieu de la guerre. Quand Ragnar essaye de parler, il s'évanouit à nouveau. Léo explique que son nouveau pouvoir vient de son entraînement intensif.
Mais malheureusement, ça l'épuise et le rend instable. Quelques instants plus tard, une agitation éclate dehors. En sortant, il voit la ville attaquée par des lianes effrayantes venant de la forêt. Sykes se précipite vers l'attaque et en tranchant une racine avec sa lame argentée, elle gèle, lui faisant réaliser qu'un dragon est derrière cette attaque. Pendant ce temps, Léo est déjà sur place, montrant ses compétences exceptionnelles à l'épée et abattant quelques monstres arbres. Cependant, en voyant une liane monstrueuse enrouler Ragnar, qui dort encore comme un paresseux, elle se précipite pour le sauver, mais manque de peu d'y laisser sa peau. Ragnar, sentant que Léo est en danger, se réveille et lance immédiatement un sort de gel qui immobilise toutes les lianes et arbres terrorisant la ville. Après avoir localisé le dragon avec sa magie, il se précipite dans sa direction, détestant de s'être endormi et d'avoir failli perdre Léo. Une fois arrivé, il frappe le visage déformé du dragon et l'envoie rouler plus profondément dans la forêt. Il réalise qu'il vient de sauver une fille qui était à 2 secondes de devenir le prochain plat du dragon. Cependant, quand la fille s'approche pour le remercier, Ragnar la reconnaît comme la réincarnation de son puissant partenaire de sa vie précédente. Heureux qu'elle l'ait retrouvée, il l'appelle par son ancien nom, Crimson, et révèle qu'il sait tout d'elle, y compris qu'elle est en réalité un garçon déguisé en fille. Quand Crimson fait semblant d'avoir perdu la mémoire, Ragnar lui rappelle qu'il était un monarque dragon qui avait tenté d'isekai le roi dragon et a été marqué comme traître pour trahison. Mais juste au moment où Ragnar pense avoir convaincu Crimson de le rejoindre, Crimson lui donne une gifle pour l'avoir traité de transgenre. À ce moment-là, Léo arrive pour retrouver Ragnar. Mais soudain, le dragon dégoûtant revient pour un deuxième round. Alors que la bête charge la bouche grande ouverte, prête à les dévorer, Ragnar lance sans regarder une bombe argentée dans sa gueule. Une fois la poussière retombée, Léo complimente la force de Ragnar et dit qu'elle est contente de ne jamais avoir abandonné le premier jour où ils se sont rencontrés. Cependant, Ragnar répond par un silence glacial, et après un bref moment, il lui dit de quitter la ville avec les autres villageois, promettant de la retrouver plus tard. Mais Léo refuse, insistant pour rester avec lui. Sachant que c'est le seul moyen de la protéger, Ragnar essaye de la convaincre en expliquant combien il est dangereux de rester à ses côtés. Mais quand Léo refuse toujours d'écouter, il l'assomme. Quelques heures plus tard, quand Léo reprend connaissance, elle se retrouve portée sur le dos de Sykes comme un sac de pommes de terre. Se demandant pourquoi elle est sur le dos de ce loser, elle exige une explication et Sykes lui dit que Ragnar lui a demandé de l'escorter, elle et les villageois, hors de la ville. Pendant ce temps, Ragnar regarde Léo partir et même si se séparer d'elle le déchire de l'intérieur, il sait qu'il doit s'entourer de personnes dont la mort ne le briserait pas complètement. Il retourne donc à essayer de convaincre Crimson de l'accompagner dans sa mission d'éradiquer les dragons. Mais Crimson refuse toujours. Il ne prend en otage que des femmes et les torture pour son plaisir sadique. De plus, la ville est attaquée par des dragons de bas niveau et les chasseurs de dragons locaux font de leur mieux pour les repousser. Cependant, ils sont faibles et complètement dépassés et une bonne partie d'entre eux finit dans les ventres des dragons. À ce moment-là, Ragnar et Crimson arrivent sur les lieux pour aider. Et Ragnar abat immédiatement plusieurs dragons, laissant les chasseurs épuisés sous le choc. Une fois terminé, Crimson lui dit qu'il veut voir ses pouvoirs de transformation en argent en action. Quand Ragnar promet d'utiliser ses pouvoirs la prochaine fois, le maniaque refuse, insistant pour les utiliser lui-même. Ragnar n'a pas la moindre idée de ce qu'il veut dire par là, mais avant qu'il ait la chance de demander des explications, Crimson se tourne vers les chasseurs de dragons et commence à leur parler. Il leur assure qu'ils sont en sécurité maintenant. Après s'être présenté, lui et Ragnar, il parvient à les convaincre de le voir comme leur messie. Le chef des chasseurs de dragons se présente alors comme Michael et remercie Ragnar et Crimson d'être venus à leur secours. Cependant, en s'agenouillant, il leur demande de l'aide pour vaincre le terrifiant dragon Tempête qui terrorise la ville. En entendant cela, Ragnar s'embrase instantanément et il est prêt à traquer le dragon. Mais Crimson l'arrête et le paralyse avec un sort qui provoque de vives douleurs musculaires. Avec Ragnar allongé au sol, incapable de bouger, Crimson commence à dégager une forte aura de Hisoka et révèle qu'il a l'intention d'utiliser le pouvoir de Ragnar pour atteindre ses propres objectifs. Se tournant vers Michael, Crimson propose un accord.
Ils élimineront le dragon tempête, mais seulement si les chasseurs acceptent de se consacrer comme ces soldats fidèles, désespérés de sauver leur ville. Michael et ses compagnons chasseurs acceptent, alors Crimson promet de leur fournir un équipement en argent de haut niveau qui les transformera en véritables chasseurs de dragons. Le lendemain matin, Crimson conduit son groupe désordonné de chasseurs à son entrepôt, où il les équipe de nouvelles mitrailleuses et d'un K4-7 avant la chasse. Plus tard, il utilise les capacités de transformation en argent de Ragnar pour plaquer les balles avec de l'argent pendant que les chasseurs tirent sur des cibles pour améliorer leur précision. Pendant ce temps, Ragnar n'est pas content du plan sinistre de Crimson d'utiliser les chasseurs de dragons comme des pions. Mais Crimson se moque de savoir si les imbéciles vivent ou meurent. Au lieu de cela, il est plus préoccupé par l'abandon de Léo par Ragnar. Quand il en parle, Ragnar insiste pour dire qu'il ne veut pas en parler. Mais Crimson insiste, soulignant que Léo est sa seule motivation et lui avertit combien il serait dangereux qu'il lui arrive quelque chose en son absence. Il dit avec colère que la dernière chose qu'il veut, c'est que Ragnar abandonne leur mission d'extermination des dragons. Mais Ragnar admet en pleurant qu'il a peur de perdre Léo. Comprenant son point de vue, Crimson donne alors le genre de conseil que seul le Joker pourrait donner, proposant que plutôt que d'envoyer Léo loin, Ragnar devrait la sédater et la cacher dans son entrepôt jusqu'à ce que chaque dernier dragon soit éliminé. Mais Ragnar rejette immédiatement cette idée stupide en essayant de lui donner un coup. En retour, Crimson le traite avec colère comme une femme au foyer des années 90 avant de s'en aller se préparer pour l'affrontement avec le dragon tempête. Plus tard dans la nuit, après que Crimson ait motivé ses hommes, ils se dirigent vers l'emplacement du dragon tempête. Quand ils arrivent, Crimson prend un mégaphone et commence à provoquer le dragon tempête juste pour l'énerver. Sa stratégie fonctionne à merveille. Et alors que le dragon tempête charge vers eux dans une rage totale, Crimson appuie à fond sur l'accélérateur. Il les dirige directement vers le soleil, juste pour amener le dragon tempête à penser que leur plan est d'utiliser la lumière du soleil comme arme. Cependant, l'agenda réel de Crimson est de déchaîner la puissance de feu, alors il donne à son équipe le feu vert pour ouvrir le feu. Il commence avec des balles en plomb ordinaires pour tromper l'ennemi en lui faisant croire qu'ils sont assez idiots pour utiliser des attaques inoffensives. Mais dès qu'ils prennent suffisamment de distance, Crimson dit à l'équipe de passer aux balles en argent, et ils ne perdent pas de temps à faire pleuvoir l'argent. Dès que les balles touchent la tornade, elle la solidifie, provoquant sa rupture et projetant le dragon tempête hors de son pare-brise. Avec ses défenses disparues, les attaques de slime de Crimson l'engloutissent et le projettent sur une énorme flèche en argent. Cela le fait geler de l'intérieur et perdre le contrôle du vent. Dans une dernière tentative désespérée, le dragon tempête se libère du slime et essaie de retirer la flèche en argent de sa poitrine. Mais avant qu'il ne puisse le faire, Crimson le renverse avec la voiture. Pour l'achever, les chasseurs de dragons le criblent de balles en argent. Et après que le soleil ait rôti son corps, l'un des chasseurs lui tranche la tête. En regardant depuis la voiture, Crimson révèle à Ragnar que la tactique qu'il a utilisée pour abattre le dragon tempête était basée sur l'exploitation de l'ego démesuré du dragon. Il explique qu'après l'argent et la lumière du soleil, l'arrogance est la troisième grande faiblesse des dragons supérieurs. Puis, il se félicite d'avoir concocté un plan aussi brillant. Une fois le calme rétabli, les chasseurs de dragons remercient Crimson de les avoir sauvés du dragon. Ils le remercient aussi de leur avoir fourni des armes et un véhicule, mais Crimson minimise les éloges et leur souhaite un bon voyage hors du pays. Ensuite, il applaudit et efface tous les souvenirs de lui de leur esprit avant de les laisser partir. Avec une mission de chasse aux dragons accomplie, Crimson allume la radio pour voir quelles autres villes sont attaquées par des dragons. C'est alors qu'une annonce parle d'une attaque massive de dragons dans une ville près de la frontière. De ce fait, tous les citoyens du royaume ont été instruits d'évacuer vers la capitale, considérée comme l'endroit le plus sûr en ce moment. Une fois le bulletin d'information terminé, Ragnar pense que tout cela est un piège pour éloigner les gens de la frontière et les enfermer dans la capitale. Il suggère donc qu'ils se rendent eux-mêmes à la capitale et Crimson est d'accord. Pendant ce temps, 5 jours plus tôt dans la capitale, le roi s'inquiétait de la série d'attaques de dragons qui ravageaient les villes du royaume. Il n'a donc pas perdu de temps à envoyer des chasseurs de dragons dans chaque ville touchée. Et même s'il se sent rassuré de savoir que la capitale est protégée par une barrière solaire qui empêche les dragons d'entrer, la pensée de son peuple bloqué à l'extérieur de ses murs le ronge. Soudain, le temps s'arrête et le roi reçoit une visite inattendue d'Ultimasia, la monarque ailée et la progénitrice des dragons. Alors que le roi se demande comment elle a franchi la barrière, Ultimasia va droit au but et révèle qu'elle est venue le prévenir. Elle lui dit que le dieu dragon a déjà donné l'ordre d'effacer chaque être humain de l'existence. Le roi est stupéfait d'entendre cela, mais Ultimasia lui assure que ce sera un véritable bain de sang et qu'il n'y a absolument rien que quiconque puisse faire pour l'arrêter. De retour au présent, un homme chauve informe le roi des défis économiques qu'ils devront affronter s'ils continuent à laisser plus de gens chercher refuge dans la capitale.
Pourtant, le roi fatigué lui ordonne de continuer à laisser entrer tout le monde, car ils n'ont pas d'autre choix. Pendant ce temps, dans le ciel, après qu'Ultimatio ait appris la mort du dragon tempête, elle envoie Walt à Kamui, le dragon supérieur le plus redouté au combat, pour s'occuper de ceux qui sont responsables. Pendant ce temps, Ragnar a un aperçu de l'avenir, sous la forme d'un rêve où il se retrouve capturé par les dragons après avoir tenté de les tendre une embuscade, et il est brutalement torturé. Alors que les autres dragons envisagent de mettre fin à sa vie misérable, Ultimacia apparaît et annule leur décision, insistant pour qu'il le transforme en dragon et en fasse l'un des leurs. Quand Walter Kamui essaie d'ouvrir la bouche pour protester, elle lui taille le crâne avec sa grande lame pour le faire taire, puis se présente tendrement à Ragnar. Elle dit qu'elle est ravie de l'accueillir dans sa merveilleuse famille de dragons, mais Ragnar n'a aucune idée de ce que cette folle à la tête mignonne raconte. Alors, l'un des dragons au look cauchemardesque explique que chaque dragon pleinement mature était autrefois un humain ordinaire qui a été converti par le sang de la progénitrice. Choqué par cette révélation, Ragnar lutte contre l'offre de toutes ses forces, mais son corps est bien trop faible pour même bouger. Pendant qu'il se débat intérieurement, Ultimacia tire son sang et, par magie, le tisse sous la forme d'une dague. Pour commencer la transformation, elle soulève Ragnar du sol, et tout en l'enlaçant, elle lui dit doucement de ne pas avoir peur, juste avant de plonger la lame profondément dans son dos. Au moment où le sang de la progénitrice touche ses veines, Ragnar pousse un cri déchirant alors que la transformation commence. Juste à ce moment-là, Ragnar se réveille pour réaliser que c'était un cauchemar, et qu'il est dans une carriole en route vers la capitale. À leur arrivée, Ragnar a soudainement une diarrhée explosive en voyant la foule massive et finit par vomir. Cela lui rappelle que la seule raison pour laquelle un désastre social comme lui pouvait fonctionner parmi les foules était que Léo avait toujours été là avec lui. Après s'être finalement ressaisi, Crimson ordonne à son slime, qu'elle a reformé en une petite peste, de s'occuper de lui jusqu'à son retour. Elle lui dit qu'elle reviendra dans 2 heures et lui fait bien comprendre qu'il ne doit rien faire de stupide pendant son absence. En traversant la ville, Crimson réalise qu'avec un tel afflux massif de réfugiés, il serait impossible pour le roi de s'occuper de tout le monde. Cela la pousse à soupçonner qu'un appel secret de la population est en cours. Peu après, un général de la ville s'amuse dans un restaurant chic avec 2 filles plantureuses quand Crimson apparaît soudainement. Ce général est Golem, un dragon de Baran opérant sous couverture que Crimson a délibérément placé là pour recueillir des informations. Elle lui donne alors une gifle et lui marche dessus pour avoir priorisé les besoins de son membre enflé plutôt que son travail. L'autre mignon de Crimson, une fille dragon-chatte nommée Chimera, apparaît également, et Crimson les informe tous les deux de son plan pour assassiner Ultimacia en utilisant Ragna, et précise qu'ils doivent travailler ensemble avec lui. Pendant ce temps, dans les rues, alors que Ragna et Slime errent en attendant Crimson, ils tombent sur une grande foule rassemblée autour d'une plateforme surélevée. C'est une exposition militaire, et lorsque la bâche est retirée, elle révèle de nombreux cadavres de dragons congelés, exposés au soleil. Alors que les corps de dragons prennent feu, l'armée électrise la foule avec des déclarations de leur engagement absolu à éradiquer chaque dragon qui oserait menacer leur patrie et à ramener la paix. Tout le discours excite la foule, mais Ragnar se détourne et s'en va, car il sait que tout cela est une arnaque, et il sait exactement qui tire les ficelles. Cependant, en sortant, il passe juste devant Ultimacia, déguisée en citoyenne ordinaire, et se fige instantanément. Son premier instinct est d'attaquer, mais il se souvient de l'avertissement de Crimson de ne jamais défier Ultimacia seule, sinon leur partenariat est terminé. Alors qu'il lutte pour garder son point à sa place, elle se rapproche soudainement de son visage et commence à montrer de l'inquiétude pour son teint pâle. Elle lui demande s'il se sent bien, mais Ragnar ne peut pas prononcer un mot car il lutte contre son instinct le plus profond de l'effacer de l'existence. Il réalise que quelque chose en lui l'empêche de mettre fin à Ultimacia ici et maintenant, et il se demande si c'est parce qu'elle est avec un garçon. Pendant ce temps, Crimson et ses chiens de garde analysent des images de la visite d'Ultimatum au roi. Les images montrent qu'Ultimatum a la capacité terrifiante de plier le temps, et Golem conclut que ce pouvoir la rend intouchable. Dans la rue, Ragnar finit par abandonner en réalisant qu'il n'a pas le courage d'attaquer Ultimatum. Juste au moment où il s'en va, un des dragons de bas niveau d'Ultimatum, un petit triste nommé Nebulim, arrive pour prendre des nouvelles. Dès que Nebulim sent l'odeur dégoûtante de Ragnar, il comprend tout de suite que ce type est un chasseur de dragons. Mais Ultimatum précise que Ragnar n'est qu'un pauvre gars avec un visage effrayant qui souffre de problèmes de fuite. Cependant, juste avant de finir son explication, elle réalise que Ragnar et Slimy ont disparu comme le vent. De retour avec Crimson, elle explique à son équipe qu'Ultimatum n'est pas vraiment invincible, car elle a compris que son point faible est son incapacité à mettre sur pause et à rembobiner le temps en même temps. Pour effectuer un rembobinage, elle doit d'abord tout remettre en pause,
Et Crimson est convaincue que cette petite faille est précisément la clé pour la vaincre. Elle explique que même si elle réussissait à battre Ultimatum la première fois, elle utiliserait simplement un coup de Docteur Étrange pour rembobiner le temps à l'époque où elle était vivante. Cependant, Crimson est certaine que si elle continue à l'attaquer encore et encore, peu importe combien de fois elle réagit comme un PNJ, ses réserves magiques finiront par s'épuiser. À ce moment-là, elle ne pourra plus remonter le temps, et c'est alors qu'elles auront enfin leur chance de l'éliminer une bonne fois pour toutes. D'un autre côté, Ragnar ne peut pas se pardonner d'avoir laissé passer la chance en or que le dieu de l'anime lui a donné d'envoyer enfin Ultimatum 6 pieds sous terre. Il se déteste pour avoir plié comme un lâche, et quand la culpabilité devient trop lourde à porter, il dit à Slimmy de contacter Crimson et de lui faire savoir qu'il est déjà parti après la cible. Alors qu'il s'en va, Slimmy panique, pensant qu'il va faire quelque chose de fou. Il contacte donc immédiatement Crimson avec un téléphone qu'il a obtenu de Temu pour l'avertir qu'il y a le feu à la montagne. Pendant ce temps, Ragnar retourne dans la rue. Et en suivant Ultimatum, il l'entend parler à Nebulim de leur plan maléfique consistant à envoyer discrètement quelques habitants de la ville directement dans l'au-delà. Elle est tout à fait pour assassiner des gens avec amour, donc Nebulim explique qu'il les a fait disparaître sans aucune douleur. Cependant, entendre cela remplit Ragnar de rage alors qu'il réalise enfin que, tout comme dans sa vie précédente, le faux serpent doux est aussi pourri qu'elle l'a toujours été. Alors quand il s'avance et l'affronte, il lui dit qu'il a enfin compris pourquoi il se sentait si mal tout ce temps. Ultimatum n'a aucune idée de ce dont il parle, alors Ragnar explique que la raison pour laquelle il se sentait nauséeux était qu'il avait peur de l'affronter. Cependant, il admet maintenant qu'il a détruit ce qui le retenait. Confuse, Ultimatum se demande s'il s'est échappé d'un asile et essaye de le calmer. Mais tout à coup, Nebulim se brise en morceaux devant ses yeux. Et à ce moment-là, Ragnar sort sa lame d'argent pour l'affronter. Maintenant qu'elle réalise qu'il est un ennemi, Ultimatum se transforme en sa forme de monarque ailé, mais Ragnar se déplace à la vitesse de la lumière et la découpe en morceaux. Cependant, elle rembobine le temps et se ramène d'entre les morts. Alors Ragnar charge à nouveau et lui tranche le bras, provoquant la panique dans la rue. Pourtant, Ultimatum continue de rembobiner le temps pour se ressusciter encore et encore, et Ragnar refuse absolument de céder. Comme un homme qui a complètement perdu la raison, Ragnar continue de donner des attaques brutales sans s'arrêter. Dans sa vie précédente, après que Ragnar ait été poignardé par Ultimatia avec sa lame forgée dans le sang, il était sur le point de se transformer en dragon. Mais au moment où une image de Léo traverse son esprit, il repousse les ballons de lait d'Ultimatia et saisit immédiatement sa lame d'argent. Pour s'empêcher de devenir un dragon, il plonge la lame d'argent directement dans sa poitrine pour lutter contre le sang de dragon qui coule en lui et s'évanouit. Ultimatia est perplexe face à sa détermination à ne pas devenir un dragon, la forçant à admettre qu'elle a fait une énorme erreur en voulant le transformer en nain. Elle abandonne donc Ragnar là pour mourir. Mais juste après qu'elle et les autres dragons partent, Crimson et sa bande apparaissent soudainement. Dès que Crimson aperçoit le poignard d'argent planté dans la poitrine de Ragnar, elle le trouve intéressant et l'emmène avec elle pour soigner ses blessures. De retour au présent, quand Crimson apprend que Ragnar combat Ultimatia malgré son avertissement, elle perd presque la tête car ce n'était pas le moment qu'elle avait prévu pour le combat final. Cependant, elle se console en sachant que si Ragnar parvient à gagner contre Ultimatia, cela comptera toujours comme une victoire pour elle. Pendant ce temps, sur le champ de bataille, Ragnar continue de démolir Ultimatia comme si elle était la cause de la fin dans le monde. À chaque coup, il envoie sa tête voler comme un ballon de football dans une pub de Coupe du Monde. Il l'a cachée tant de fois qu'Ultimatia commence à perdre le compte. Mais à chaque fois, elle rembobine et rejoue la scène comme si c'était un album de Drake en boucle. Juste à ce moment-là, un des anciens dragons nommé Borgias essaie d'aider Ultimatia, mais Gollum le frappe de nulle part avant qu'il ne puisse même agir. Alors que Ragnar continue de frapper Ultimatia comme si elle lui devait de l'argent, il se retrouve soudain piégé dans une barrière violette créée par Nebulé. Voyant son ouverture, Ultimatia ne perd pas de temps à remonter le temps pour revenir en arrière et transforme son sang en une meute de dragons mortels. Les dragons entourent Ragnar comme un cocon, essayant de l'engloutir. Mais à ce moment-là, Ragnar libère son mode Super Sijon de 3e niveau et se libère de l'emprisonnement. Pendant ce temps, Ultimatia parvient enfin à se guérir complètement et commence à exhiber son aura angélique. Mais juste à ce moment-là, Ragnar déchire le mur de sang comme un éclair et la renverse à nouveau. Cette fois, il ne lui laisse même pas une seconde pour respirer, alors qu'il l'attaque à l'extérieur des murs de la capitale et commence à la frapper comme de la pâte à pain, sans se soucier qu'elle soit une femme. Il la bat si violemment qu'il provoque une énorme explosion et fait même voler sa robe angélique. Réalisant qu'elle pourrait mourir à tout moment, Ultimatia fait un mouvement désespéré et remonte le temps jusqu'à ce que Ragna et Slimmy regardent la militaire manipuler le public.
Bien que Ragnar ne se souvienne d'aucun détail de ce qui s'est passé ou de son combat avec Ultimasia, son instinct lui crie que quelque chose ne va pas. Juste à ce moment-là, Ultimasia apparaît et fige à nouveau le temps, piégeant tout le monde dans une boucle temporelle. Alors qu'elle s'approche de Ragnar figé, elle se demande ce qu'elle aurait pu faire pour qu'il la batte à ce point. Cependant, comme elle est trop en colère pour se soucier de la réponse, elle déclare qu'il doit mourir et élève la foule vers un endroit plus sûr. Mais soudain, elle remarque le doigt de Ragnar bouger, ce qui la terrifie car personne ne devrait bouger dans son arrêt temporel sans permission. Alors qu'elle se demande si ce n'était que son imagination, Nebulim apparaît sous sa forme de dragon et commence à frapper Ragnus. Cela dure plusieurs minutes jusqu'à ce que Ultimatia stoppe le fou et lui dise qu'il perd son temps. Elle explique qu'elle vient de découvrir que le corps de Ragnar est complètement enveloppé de fer argenté, faisant de lui le Quicksilver asiatique. Elle suggère alors que plutôt qu'un combat à outrance, ils adoptent une approche différente. Elle ordonne donc à Borges d'informer le roi sans couilles de frapper Ragnar avec tout ce que la barrière solaire a, convaincue que c'est leur seule chance de le finir. Elle dit ensuite à Nebulim qu'ils doivent partir tout de suite avant de se prendre ce rayon laser eux-mêmes. Mais juste au moment où il s'apprête à partir, Ragnar est frappé par le souvenir traumatique de quand Ultimasia l'a poignardé avec sa lame de dragon forgée dans son sang. Cela l'infuriait, alors il ressuscite comme un méchant de film d'horreur et se précipite immédiatement vers Ultimasia, cette fois au ralenti. Ultimasia panique, se demandant comment il peut bouger dans sa boucle temporelle, alors elle lui crie de rester en arrière et le frappe avec du feu. Elle est terrifiée car sa magie de contrôle du temps ne fonctionne pas correctement, puisque seuls ceux qui ont son sang devraient pouvoir bouger dans son monde figé. Cependant, elle n'est pas consciente que le futur de Ragnar porte aussi son sang. Alors qu'elle est perdue dans ses pensées, Ragnar réduit la distance. Alors qu'elle crie de pure horreur, Nebulim se précipite pour la défendre en créant un mur de barrière protectrice, mais Ragnar le brise avec sa tête dure et se retrouve juste en face d'Ultimas. Il sort alors une lame argentée directement de son propre corps et la déchire comme du papier mouillé. Mais Nebulim parvient à sauver sa tête juste à temps. Ragnar se prépare à détruire sa tête aussi. Et en le voyant se précipiter vers elle, Ultimasia voit déjà sa vie défiler devant ses yeux. Mais soudain, Ragnar s'arrête et commence à saigner de toutes les parties de son corps car il a subi trop de dégâts en utilisant tant de son pouvoir futur. Alors qu'il s'effondre au sol, Borgias crie à Nebulim de fuir avec la tête d'Ultimasia. Et juste à ce moment-là, le roi tire le canon solaire directement sur l'endroit où Ragnar est tombé. Une fois la fumée dissipée, Crimson et son équipe arrivent pour vérifier Ragnar. Mais Crimson est agacé que le Moron ait ignoré ses instructions et ait tout de même pris une grosse défaite. Pendant ce temps, dans le ciel, Ultimasia est en train de flipper après avoir failli rencontrer son créateur aux mains de Ragnar. Voir Ultimasia dans un état si craintif excite Crimson, car cela prouve que même si elle est une puissante monarque ailée, au fond, elle n'est qu'une petite fille effrayée. Ultimasia se demande comment Ragnar a réussi à se libérer de sa boucle temporelle, et elle craint de perdre le contrôle de ses pouvoirs. Nebulim essaie de l'empêcher de complètement craquer, mais c'est exactement ce que Crimson veut. Alors le sadique fait exploser plusieurs bombes à travers la ville pour pousser Ultimasia encore plus à la limite. Alors que toute la ville plonge dans le chaos, Ultimasia regarde la destruction des vies et des biens d'en haut, et perd complètement la raison. À ce moment-là, la seule pensée dans sa tête est de remonter le temps jusqu'au début de la création pour pouvoir redémarrer le monde et sauver tout le monde. Mais Nebulim l'arrête et lui rappelle que remonter le temps épuiserait complètement son pouvoir magique, ce que ses ennemis veulent précisément. Réalisant qu'il a raison, Ultimatia finit par se calmer et pleure amèrement, car tout ce qu'elle a toujours voulu, c'est empêcher la souffrance des humains. Cependant, Crimson est agacée que son plan ait échoué tout comme son visage, alors elle s'en va furieusement avec Chimérique portant Ragnar sur son dos. Crimson retourne dans son entrepôt magique, qui sert aussi de chambre de téléportation vers n'importe quel endroit sur Terre, et même la Lune. Échouant à vaincre Ultimatia, Crimson décide de quitter le pays pour récupérer et planifier son prochain coup. Mais Ragnus se réveille soudainement et refuse d'aller n'importe où tant qu'Ultimatia n'est pas 6 pieds sous terre. Alors qu'il lutte pour se lever, il insiste pour retourner sur le champ de bataille pour finir son combat avec elle. Mais Crimson l'arrête et lui conseille de commencer à utiliser son cerveau. Il lui dit qu'il n'est pas nécessaire d'agir imprudemment car il a déjà fait un travail incroyable en faisant paniquer Ultimasia. Pourtant, Ragnar est consumé par la rage et ne veut pas écouter ses conseils de chien, car la seule chose qu'il veut, c'est voir Ultimasia mourir au bord de sa lame. Quand Crimson essaie de le calmer, Ragnar perd complètement le contrôle et active ses arts de combat Silverine. Crimson ordonne immédiatement à Chimera de le retenir avant qu'il ne détruise sa grotte Goon, mais il réalise qu'il est déjà trop tard car une fissure est déjà apparue sur le mur. Pendant ce temps, alors que Nebulim scrute la zone à la recherche de Ragnette pour se venger, il sent soudain l'énergie de Ragnette à travers la fissure. Réalisant qu'ils ont été découverts,
Crimson essaye immédiatement d'ouvrir la porte et de s'échapper, mais elle ne bouge pas. Il ordonne donc à Golem de neutraliser Nebulim, et Golem ne perd pas de temps à tirer sur le visage déformé de Nebulim. Mais ensuite, Ragnar se libère de la contrainte de Chimera et, consumé par la rage, se renforce avec la détermination d'anéantir chaque dragon. Crimson est furieuse que Ragnar aide l'ennemi à ruiner ses plans. Mais avant qu'il puisse l'arrêter, Ragnar perd le contrôle de son pouvoir et provoque une énorme explosion. Heureusement, Crimson et Ragnar sont téléportés magiquement à une base militaire à des kilomètres de la capitale. Lorsque Crimson reprend conscience, il est arrêté et conduit à rencontrer une fille plate et sans forme, connue sous le nom de Starlia, la deuxième princesse du royaume et la commandante de la base. Par un étrange coup du sort, Crimson connaît très bien Starlia et la déteste absolument. À sa naissance, Starlia n'avait ni bras ni jambes, mais ses grands yeux pouvaient voir toute l'aura du monde. Grâce à ce don incroyable, elle peut manipuler la matière et contrôler pratiquement tout. Au fil du temps, elle est devenue une force avec laquelle il faut compter. Cependant, la principale raison pour laquelle Crimson la déteste plus que le diable est qu'elle peut repérer les mensonges instantanément, et mentir est en gros la profession à plein temps de Crimson. Donc, la seule façon pour Crimson de la tromper avec succès est de mélanger un peu de vérité dans ses mensonges. Lorsque Starlia commence à l'interroger, demandant qui il est et pourquoi il est dans sa base, Crimson révèle ses yeux de dragon et admet qu'il est un dragon. Puis il ment en disant que son nom est Krish et qu'il n'est qu'un magicien. Il prétend qu'il essayait de fuir la capitale par téléportation magique à cause de l'explosion, mais qu'il a atterri par accident à l'intérieur de leur cercle magique. Tout au long de l'interrogatoire, Crimson essaie de contrôler au mieux son aura pour que Starlia ne réalise pas qu'il est un menteur pathologique. Cependant, après avoir écouté tout ce que Crimson a à dire, Starlia le complimente calmement en disant qu'il est le plus grand menteur qu'elle ait jamais vu. Elle lui dit qu'il mérite un Guinness World Record et lui remet une magnifique lame en argent comme prix pour sa tromperie extraordinaire. Elle explique qu'elle donne des armes aux personnes qui l'impressionnent. Mais dès que la main de Crimson entre en contact avec elle, l'expression de Starlia se dégrade et elle la reprend immédiatement. Elle révèle que depuis sa naissance, elle n'a pas de bras. Pour compenser cela, elle a armé tout son corps d'argent. Grâce à l'argent, ses yeux peuvent voir au-delà des émotions d'une personne et percevoir la véritable nature des choses. Elle explique qu'au moment où Crimson a touché sa lame en argent, elle a senti qu'il était couvert d'une masse noire de mort. Starlia ordonne alors à son armée de saisir Crimson et l'accuse d'être le coupable de l'explosion dans la capitale. En panique, Crimson jure qu'il est innocent et supplie le personnel militaire autour de lui de le sauver. Mais Starlia ne croit pas à son acte, alors elle lance une épée vers lui. Crimson crie de peur alors que l'épée s'approche de lui. Mais en réalité, il s'en fiche complètement puisqu'il ne va pas mourir ici de toute façon et fera juste semblant de mourir pour s'échapper par le sous-sol plus tard. Mais Ragnar apparaît soudainement pour arrêter la lame avec ses mains nues, expliquant qu'il est le seul au monde autorisé à frapper Crimson avec son épée. Alors que les autres se demandent comment Ragnar est entré sans qu'ils ne s'en aperçoivent, la princesse Starlia fléchit les genoux et tombe soudainement. Elle panique comme si elle venait de voir un fantôme, tandis que sa tutrice, Nazarina, essaie immédiatement de couvrir ses draps de pêche sales des regards du public. Lorsque Nazarina demande quel est le problème, Starlia pointe Ragnar et le décrit nerveusement comme une épée argentée avec des bras et des jambes. Alors que les autres voient Ragnar comme un perdant couvert de bandages, Starlia panique car son aura lui permet de voir ce que les autres ne peuvent pas. Convaincu que Ragnar a fait quelque chose à leur commandant, 3 soldats se ruent sur lui, mais Ragnar en envoie un dans les airs d'un seul coup. Voyant la puissance de Ragnar, Starlia est complètement perdue, réalisant qu'il est la fusion parfaite de l'humain et du Sylvaren. Elle comprend qu'il est l'homme le plus proche de la perfection, son corps étant sculpté comme un dieu grec et en plus, il a une énorme épée d'argent. Starlia tombe instantanément amoureuse de Ragnar et commence à rougir comme une fille amoureuse de sa célébrité préférée. Crimson est choqué par la réaction de la princesse, ne s'attendant pas à cela. Et quand Ragnar essaye d'expliquer, la princesse Starlia cache son visage rougissant par embarras. Pourtant, Ragnar explique qu'il n'a aucune intention de se battre et, avec Crimson à son oreille, il déclare qu'ils sont prêts à obéir à tous les ordres. Une fois cela réglé, l'unité les jette tous les deux dans une cellule en attendant de décider quoi faire ensuite. À l'intérieur, Crimson plante son pied sur le crâne de Ragnar pour le punir d'avoir ignoré ses ordres et d'avoir détruit son entrepôt. Ragnar s'excuse d'avoir démoli l'entrepôt, mais précise qu'il n'a aucun regret d'avoir affronté Ultimatia et qu'il recommencerait sans hésiter. Crimson écrase alors son pied encore plus fort en réponse. Ragnar rappelle alors à Crimson l'existence de la slime, et par chance, Crimson trouve une goutte de slime sur le cou de Ragnar, qu'elle utilise avec ses cheveux pour ramener la slime à la vie. Cependant, quand la slime apparaît, elle se ratatine comme du linge laissé dans le sèche-linge, et Crimson blâme Ragnar pour une nouvelle perte. Après les excuses de Ragnar, la slime demande où il se trouve.
Crimson explique donc qu'ils sont dans une base d'entraînement souterraine, mais il révèle ensuite que les gens de la base sont en danger car, dans peu de temps, Tara et Zora, les dragons belliqueux, vont attaquer. Il vaut donc mieux qu'ils s'échappent vers la capitale. Pendant ce temps, la princesse Starlia est toujours amoureuse de Ragnar et ne peut s'empêcher de penser à lui. Nazarena lui donne alors une gifle pour la ramener à la réalité et la gronde de laisser un gars qu'elle vient de rencontrer troubler son esprit. Pourtant, Starlia dit qu'elle est prête à mourir pour ce morceau d'argent qu'elle a rencontré et Nazarena réalise que la fille a vraiment faim. Cependant, Nazarena lui rappelle qu'elle est censée être la commandante du puissant corps Argentum et sans son dévouement total, l'armée n'est qu'un groupe de talents. Elle conseille aussi à Starlia que ressentir des choses est parfaitement normal, mais elle ne doit absolument pas laisser cela l'empêcher de remplir ses responsabilités. Motivée, Starlia convoque une réunion d'urgence avec son équipe pour discuter de l'attaque de dragons prévue sur leur base. Un de ses généraux révèle que dernièrement, les dragons agissent étrangement, car il n'y a pas de signe significatif d'une attaque imminente. C'est presque comme si les dragons avaient complètement oublié leur mission d'attaquer la base. Mais plutôt que cette nouvelle rassure Starlia, cela l'inquiète, la faisant se demander ce que les dragons supérieurs préparent. Elle ordonne donc à ses généraux de ne pas baisser leur garde et de continuer à renforcer leur défense en cas d'invasion soudaine. Lorsqu'elle demande si le cercle de téléportation pour l'évacuation est prêt, le général aux cheveux en bataille et sans yeux lui assure nerveusement que le cercle sera prêt dans 2 jours. Juste à ce moment-là, Crimson et Ragnar interrompent la réunion et les yeux de Starlia commencent immédiatement à s'illuminer, la faisant rougir face à Ragnar. Ses commandants deviennent hostiles envers Ragnar et exigent de savoir comment ils ont réussi à quitter leur cellule, et Crimson explique sarcastiquement qu'ils ont poliment demandé aux gardes de les libérer. Crimson révèle alors qu'ils sont venus pour proposer un partenariat où ils s'échapperaient tous ensemble. Il promet de les aider à acquérir le sang de dragon dont ils ont besoin pour alimenter le cercle de téléportation, et aussi à les aider à combattre les dragons, mais seulement s'ils acceptent de travailler ensemble. En plus de cela, il dit qu'il fournira des informations précieuses sur les dragons supérieurs qui les attaqueront et leur offrira aussi une super arme pour tuer les dragons, qui est Ragnar. Mais Starlia refuse avec colère son offre, tout en gardant les yeux fermés pour ne pas avoir à regarder le visage bandé de son crush. Réalisant que le plan de partenariat pourrait échouer, Crimson pousse immédiatement Ragnar en avant et lui demande d'utiliser son charme pour convaincre la princesse. Ragnar accepte et promet à la princesse amoureuse un abonnement à vie pour utiliser sa longue épée d'argent comme elle le souhaite, si elle accepte le partenariat. La princesse Starlia lutte un bref instant pour résister à l'offre tentante. Cependant, lorsque ses pulsions incontrôlables prennent le dessus, elle cède et accepte l'alliance à la seule condition que toute la planification passe par elle. Plus tard dans la nuit, à la base des dragons, Walti Kamui rend une visite surprise à Ultimatum dans sa chambre. Il rapporte qu'il a traqué les chasseurs de dragons qui ont abattu Tempest Wind et lui montre ensuite la tête coupée de Michael. Il se vante d'avoir attendu un combat difficile, mais les chasseurs de dragons se sont rendus trop rapidement pour que cela en vaille la peine. Cependant, lorsqu'il réalise qu'Ultimatum est toujours affecté par sa défaite face à Ragnar et n'est pas d'humeur à ses bêtises, il essaye de la motiver. Mais le poids de sa première défaite l'a tellement écrasée qu'elle commence à perdre le contrôle de ses capacités de manipulation du temps. Ultekomwe lui dit donc d'arrêter de faire la triste petite pleurnicharde et jure de faire payer personnellement Ragnar pour ce qu'il lui a fait. Pendant ce temps, à la base, le pouvoir de Ragnar est testé et il parvient à infuser une des lames avec du Sylvarine. Starlia appelle un de ses commandants, Ike, pour comparer la lame à son épée surdimensionnée. Dès qu'Ike frappe, l'épée de Starlia se fend presque en deux. Tout le monde est choqué et impressionné. Cela prouve que Ragnar ne bluffait pas en disant qu'il vivait comme un Sylvarine. Pourtant, Starlia refuse de descendre de son piédestal et de reconnaître le talent de Ragnar. Elle demande combien de temps la lame peut rester ainsi. Ragnar explique que même si l'argent renforce la lame, une utilisation fréquente en combat diminuera son efficacité. Malgré cela, Starlia refuse d'admettre que l'artisanat de Ragnar surpasse le sien, mais elle ordonne que toutes les armes de la base soient traitées avec de l'argent. 1 à 1, il défie Ragnar, mais il les désarme sans effort et infuse leurs armes. Alors que les soldats crient pour la mort de Ragnar, ils se demandent pourquoi les perdants le détestent tant, comme s'il leur avait volé leur copine, ce qui le rend nerveux. L'attaque soudaine vient d'un des commandants, un petit gars hirsute nommé Shin, qui se vante d'être le meilleur épéiste de la base. Il défie fièrement Ragnar en duel, mais Ragnar le plie en une seconde pitoyable. Pendant ce temps, dans la salle de téléportation, un général nommé Fu et son équipe de geeks essayent de comprendre le cercle magique
et la quantité de magie nécessaire pour l'essai. Fu réalise qu'ils auront besoin de plus de 15 dragons inférieurs en sang juste pour téléporter une personne. Juste à ce moment-là, Crimson apparaît et propose son aide, mais Fu le voit comme un menteur dégoûtant et ne lui fait pas confiance. Cependant, n'ayant pas d'autre choix, il accepte l'offre. À la base des dragons, Zora convoque tout le monde et propose de discuter d'un plan pour la suite. Il leur rappelle qu'ils ont 2 missions à accomplir, détruire le pays et éliminer Ragnar et ses alliés pour avoir osé attaquer Ultimatum. Walti Kamui lui dit de laisser Ragnar à lui, car Ultimatum lui a déjà donné l'autorisation de ramener sa tête. Mais Ultimatum le regrette, disant qu'elle a donné l'ordre sous la contrainte et n'était pas dans son état normal. Quand Zora demande d'où vient sa confiance, Nebulim explique que lors de leur dernière rencontre, il a ressenti la détermination écrasante de Ragnar à assassiner Ultimatum à tout prix. Tara, le grand Hulk, rejoint alors la conversation et rappelle à tous leur but ultime. Crimson explique que la raison est qu'il n'a pas encore récupéré et qu'il a besoin de toute sa force pour combattre Walti Kamui, qui viendra pour se venger. Il précise que tout comme Ragnar, Walti Kamui a dépassé les limites de son pouvoir. Elle emmène Ragnar sous terre, où elle révèle son intention de créer une arme puissante juste pour lui, mais il n'y a pas assez de temps. Elle lui montre alors 3 épées recouvertes d'argent qu'elle a fabriquées, et Ragnar est impressionné par son artisanat. Mais Starlia essaie de ne pas rougir, ne voulant pas céder à l'émotion, et prétend que fabriquer les épées n'était pas un gros défi. Elle dit aussi qu'elle ne sait pas comment nourrir plus de 1000 personnes dans un pays étranger. Cependant, elle craint de perdre la vie lors de la prochaine bataille contre les dragons supérieurs. Et si cela arrive, elle supplie Ragnar de rejoindre la chasse aux dragons à sa place. Ragnar refuse, disant qu'il n'aime pas la religion. Starlia essaye de le forcer et de l'intimider pour qu'il obéisse. Mais à ce moment-là, Ragnar libère ses arts de combat sylvaréens pour infuser les 3 épées d'argent. Il l'encourage à vivre et à devenir elle-même la fléau des dragons, puis promet de la protéger de Zora, Tara et des légions de dragons qu'il pourrait amener. Mais Starlia le prend comme une insulte et s'enfuit, laissant Ragnar confus face à son manque de réconfort. Pendant ce temps, à la capitale, l'extermination des gens prend une tournure différente, et au lieu des morts silencieuses prévues, des dragons féroces commencent à attaquer ouvertement. Au coucher du soleil, tout le monde à la base se prépare au combat, s'attendant à l'arrivée de l'ennemi. Soudain, Zora apparaît et attaque avec des vignes monstrueuses pour briser la barrière que Starlia avait mise en place autour de la base souterraine. Au même moment, Tara arrive dans une armure technologique de Temu, et alors qu'il se lance droit vers la base, Starlia panique car l'installation ne peut pas résister à une telle force. Mais juste au moment où il s'apprête à percuter le bâtiment, il est intercepté par une force puissante qui l'éjecte. Juste alors, Ragnar apparaît avec 2 épées en argent brillantes, et en le voyant, Zora suggère d'appeler Walta Kamui, mais Tara refuse, insistant sur le fait qu'il peut affronter Ragnar seul. Pendant ce temps, les soldats à l'intérieur de la base sont attaqués par une horde de civils infectés chimiquement par Zora et transformés en zombies. Au début, les soldats hésitent à éliminer leurs semblables, mais quand Ike, le commandant, se rappelle le conseil de Crimson sur le pouvoir de Zora, il ordonne immédiatement à ses hommes de ne pas abaisser leurs armes. Mais il est trop tard. Les zombies ont déjà réduit la distance, ce qui entraîne une bagarre générale entre eux et les soldats. Cependant, les zombies les submergent et juste au moment où Ike s'apprête à être poignardé par un zombie, Starlia arrive avec des millions d'épées en argent lévitantes pour les sauver. Elle leur rappelle que les seules vies qu'ils doivent protéger sont celles des civils qu'ils gardent et tout le reste est un ennemi à éliminer. Dehors du camp, Ragnar et Tara s'affrontent et après plusieurs coups d'épée, Ragnar réalise que l'armure de Tara est trop résistante et qu'il ne peut pas la percer. Il se rappelle la promesse faite à Starlia de combattre Zora et les millions de dragons qu'ils amèneront, et cela lui fait se demander s'il n'a pas un peu exagéré. Néanmoins, Ragnar est déterminé à abattre Tara, alors il libère une énorme quantité de pluie d'argent dans sa lame et attaque. Mais Tara contre-attaque en déchaînant une énorme salve de canons sismiques, et lorsque leur pouvoir se heurte, cela provoque une explosion atomique. Pendant ce temps, Starlia et ses troupes s'enfoncent profondément dans la forêt à la recherche de Tara. Mais Tara a déjà plusieurs coups d'avance, surveillant chacun de leurs mouvements avec ses millions d'yeux inquiétants. De retour au combat, après que la poussière se soit déposée, Tara se tient debout, tandis que Ragnar est étendu au sol, totalement inconscient. Juste à ce moment-là, Zora utilise la télépathie pour prendre des nouvelles de Tara, et Tara lui informe qu'il a gagné. Cependant,
Tara pense que le type qu'il vient de combattre n'est pas le même faucheur qui avait essayé d'éliminer Ultimatum. Alors qu'il s'approche de Ragnar, Tara essaie de l'achever en le cimentant au sol avec son énorme pied. Mais au dernier moment, Ragnar se déplace et reprend son épée pour continuer le combat, même s'il est épuisé. Tara est surpris que Ragnar ait réussi à survivre à son tir de canon, mais Ragnar a survécu en transférant son corps dans son épée. Cependant, Tara ne voit pas l'intérêt de le combattre à nouveau, puisque Ragnar est déjà faible et épuisé au point de cracher du sang. Il convoque donc des millions de dragons de bas niveau pour faire le travail à sa place pendant qu'il s'éloigne. Alors que Ragnar lutte pour repousser les dragons, il est presque submergé. Mais Shin et un vieux bonhomme nommé Gamo arrivent pour le sauver. Shin le gronde alors avec colère pour s'être laissé battre par des dragons de bas niveau et sa motivation redonne du courage à Ragnar. Après avoir finalement vaincu tous les dragons de bas niveau ensemble, Shin et Gamo partent rejoindre Starlia et les autres dans la forêt pour traquer Zora. Pendant ce temps, au plus profond des bois, Starlia érige une cage avec son art de barrière, convaincue que cela transformera simplement la forêt en son territoire. Elle a été attirée dans la forêt par Zora pour obtenir un avantage sur elle, mais le plus grand avantage de Starlia est qu'ils n'ont pas besoin de gagner la guerre. Ils doivent juste abattre suffisamment de dragons et collecter leur magie pour alimenter la téléportation. Ce qu'elle n'a pas réalisé, c'est que Zora sait déjà que la magie des dragons alimente leur téléportation, et son plan est de les faire travailler 2 fois plus dur pour l'obtenir. De plus, il dirige ses zombies humains directement vers leur cercle magique pour tout faire exploser, et Starlia, puisant dans son sens divin, réalise qu'un groupe massif se rapproche de la base. Cela lui fait comprendre que Zora doit planifier de saboter leur téléportation, alors elle ordonne à ses hommes de neutraliser toute anomalie qu'ils voient dans la forêt. Mais avant qu'elle puisse finir de parler, Tara apparaît et lance un inferno terrifiant sur elle, mais elle crée rapidement une barrière pour encaisser l'attaque. Pendant ce temps, alors que Zora constate le rythme rapide auquel sa magie de vie de dragon est absorbée par Starlia et son cercle de téléportation, il soupçonne que quelqu'un d'autre les a aidés à atteindre une méthode aussi efficace. Il se rappelle que Nebulim lui a parlé d'une méchante aux cheveux blancs qu'il a vue avec Ragnar le jour où Ragnar a combattu Ultimatum. Cela amène Zora à suspecter que cette femme est celle qui aide Starlia et son équipe. À l'intérieur de la base, Ike peine à maintenir la défense lorsque soudain, il remarque que la plupart de ses hommes ont été silencieusement éliminés sans explication, ce qui le déstabilise complètement. Cependant, il soupçonne que le dragon de couleur blanche qu'ils affrontent actuellement doit en être responsable. Alors que ce dragon au regard effrayant ouvre les yeux, la barrière que Starlia a créée pour défendre la base disparaît soudainement, et le dragon commence à avancer. Paniqué, Ike ordonne à ses hommes de battre en retraite et demande aux tireurs de rester en alerte. Il réalise que ce dragon blanc utilise une magie. Il se souvient que Crimson lui avait dit que le pouvoir du monarque ailé est la manipulation du temps, et qu'il doit y avoir d'autres dragons matures avec les mêmes pouvoirs. Armé de cette connaissance, Ike ordonne à ses hommes de tirer, mais le dragon fige le temps et lâche des missiles qui déchirent les organes des hommes. Ike est touché, mais parvient à survivre. Bien qu'il soit terrifié, il se rappelle qu'il est le commandant, alors il charge le dragon en espérant porter un coup. Le dragon attaque avec des missiles volants, mais Ike les dévie avec sa lame et parvient à trancher les bras du dragon, l'injuriant. Alors que le dragon essaye de stopper le temps à nouveau, Crimson apparaît et lui lance une boule argentée. Confus, le dragon se demande si Crimson essaye de jouer à rapporter et envisage de rattraper la balle, mais il décide finalement de figer le temps. Cependant, cela active la balle, qui explose avec la lumière du soleil, rôtissant le dragon sur place. Après que le temps soit revenu à la normale, Ike réalise que Crimson a armé les civils qu'ils sont censés protéger. Quand il proteste, Crimson explique que puisque Zoro prévoit de déployer des civils drogués autour de leur base pour interférer avec la téléportation, son intention est de confronter les civils drogués à ses propres civils hypnotisés. Soudain, ils entendent un grand bruit venant de la salle de téléportation. Un dragon hybride a fait irruption dans la salle de téléportation espérant détruire le cercle, mais Fu ne laisse aucun monstre s'approcher de son cercle de téléportation. Il confronte donc la bête et la neutralise avec de la magie. Quand Crimson et les autres entrent pour voir ce qui s'est passé, Crimson réalise que Fu vient de vaincre un dragon de mer 13e, et l'opportuniste en lui commence immédiatement à imaginer des plans pour s'emparer de Fu et de ses pouvoirs. Pendant ce temps, à l'extérieur de la base, la princesse Starlia est soudainement attaquée par un dragon ailé venant d'en haut, ce qui la prend au dépourvu et la fait tomber au sol. En même temps, Ragnar, Shin et le vieux sont en route vers la forêt pour rejoindre Starlia et les autres, abattant chaque dragon qu'ils rencontrent. Le problème, c'est que pour chaque dragon qu'ils éliminent, des centaines d'autres semblent apparaître, et cela devient si implacable que Ragnar commence à ressembler à un accro qui n'a pas dormi depuis 3 semaines. Chaque respiration est une lutte, et chaque pas semble pire que le précédent, mais il refuse de s'arrêter,
et se concentre sur Starlia. Soudain, une immense vague de Silverine traverse son corps. Et alors qu'une horde de dragons volants lance une attaque par le haut, les instincts de Ragnar s'emballent et il les repère immédiatement. Enveloppé dans une aura de Silverine, Ragnar se précipite vers les monstres et, avec juste le bout de sa lame, l'argent fige et anéantit chaque dernier dragon. De l'autre côté de la base, alors qu'une vague de dragons se rapproche d'une Starlia inconsciente, Chris apparaît soudainement de nulle part pour les éliminer et ramène ensuite Starlia à la base. Avec tous ses plans échoués, Zoro est perplexe que les humains aient dépassé ses attentes et aient réussi à survivre aussi longtemps. Il décide donc qu'il est temps de libérer les grands, les dragons matures. Cependant, une fois que ces dragons redoutables apparaissent devant Ragnar, le Giga-Chad les anéantit d'un simple coup de sa lame, laissant Shin et Gamo sans voix. 3 autres dragons matures apparaissent juste après, et Ragnar ne cligne même pas des yeux avant d'envoyer cela au même endroit. Cela met Zoro en colère, car il ne comprend pas comment Ragnar peut effacer si facilement 6 dragons matures et toute une meute de plus faibles, comme si de rien n'était. Regarder les contre-attaques parfaites de Ragnar le laisse confus, puis il remarque que les soldats humains tirent sans pitié sur ces zombies drogués, sans se soucier qu'ils soient aussi humains. En plissant les yeux pour mieux voir, il réalise que les soldats semblent complètement hypnotisés, ce qui lui fait comprendre que quelqu'un d'autre que la princesse Starlia tire en fait les ficelles ici. En reliant les points, Zoro conclut que la même personne qui a fait exploser la capitale sans se soucier des vies humaines doit diriger les opérations à la base. Pendant ce temps, à l'intérieur de la base, Crimson tire une balle dans la main de Fu dans une tentative de le forcer à activer le portail de téléportation afin qu'il puisse s'emparer du cercle magique. Lorsque Fu refuse toujours, le Fou ordonne à ses soldats lavés de cerveau de prendre les geeks de Fu en otage jusqu'à ce qu'il accepte d'activer le portail. Fu est presque sur le point de céder quand la fille aux franges apparaît soudainement et lui dit de ne pas écouter Crimson. Elle crie, lui rappelant que les seuls ordres qu'ils doivent obéir sont ceux des princesses et non ceux d'un patient psychiatrique. Un des hommes de Crimson essaie immédiatement de l'arrêter, mais l'idiot sous hypnose appuie accidentellement sur la gâchette et la fait tomber là, sur le sol. Cela pousse Fu à bout et il jure sur tout. Il ne laissera jamais Crimson le contrôler. Alors Crimson dit à ses soldats sans cervelle de commencer à exécuter les gens de Fu, un par un toutes les 10 secondes, jusqu'à ce qu'ils se conforment. Alors que le compte à rebours commence, Fu panique et accepte d'activer le portail. Mais soudain, la fille supposément morte aux franges ressuscite et commence à briller comme le soleil alors que ses pouvoirs innés s'activent. Effrayée par la vue, Crimson ordonne rapidement à ses hommes de tirer. Mais alors qu'ils tirent, elle arrête les balles en plein vol et téléporte avec colère Crimson et ses hommes ailleurs. Dans la seconde suivante, Crimson se retrouve en chute libre dans le ciel ouvert, ce qui l'effraie énormément. Il est surpris que, tout comme Fu, il y ait un autre normie à l'intérieur de la base avec des pouvoirs de téléportation exceptionnels et il n'en avait aucune idée, ce qui l'énerve. Alors qu'il s'écrase au sol, il espère que Ragnus parviendra à s'échapper de la base, mais il veut juste mourir pour se réincarner. Dans la forêt, Zoro pense à appeler Walta Kimwe, mais il se dit que son message mettrait environ 40 secondes à arriver pendant la guerre, alors il décide de ne pas le faire. À la place, il commence à élaborer des attaques préventives complexes pour surprendre Ragna. En même temps, en portant Starlia vers la base, Chris croise le reste des soldats piégés dans une bataille acharnée contre les dragons. Pour aider, il brandit sa puissante hache et avec précision, il transperce un puissant dragon ailé en plein cœur, mettant fin à sa vie instantanément. Alors qu'il continue d'avancer vers la base, Starlia reprend soudainement conscience, et c'est à ce moment qu'elle se souvient que Crimson l'a mise en garde sur le danger de s'en prendre à Zoro. Cependant, comme elle était trop désespérée à l'époque, Crimson avait laissé entendre qu'il était certain que Zoro se positionnerait à 1 km de la base, du côté de la frontière. Il lui avait aussi dit qu'en plus de la synthèse chimique, Zoro avait la capacité de faire pousser des yeux à travers son sang, ce qui le rend presque omniscient. Cependant, le revers de cette capacité est que le dragon maigre et effrayant ne peut voir qu'à 2 km. Avec cette limitation, Crimson a supposé que Zoro se placerait probablement là où il pourrait avoir la vue la plus large de la base, ce qui serait du côté nord de la frontière. De retour au présent, Starlia utilise cette information pour réduire la zone, et, avec l'aide de sa précision accrue, elle localise exactement Zoro dans la forêt. Cependant, une fois que Zoro réalise que sa position a été découverte, il libère une toxine mortelle pour anéantir Starlia et ses hommes s'ils osent s'approcher. Mais juste à ce moment-là, il remarque que Starlia se dirige déjà vers sa position, et au moment où il la voit de près, il se fige car elle lui rappelle son béguin d'autrefois quand il était encore humain. Cependant, alors qu'il est distrait par cette fantaisie, Nazarena apparaît soudainement de nulle part et lui arrache la tête. Malheureusement, lorsqu'elle réalise que son corps continue de parler sans arrêt, elle comprend que ce n'était qu'un leurre et que Zoro est toujours très vivant quelque part. Lorsqu'elle rapporte cela à Starlia, Starlia la remercie
et réalise ensuite que le vrai Zoro est à 100 mètres sous terre. Immédiatement, elle active ses pouvoirs et essaye de tirer l'idiot du sol. Zoro commence à paniquer et communique rapidement avec Taro, lui ordonnant de bombarder la forêt avec des canons. Taro obéit, et après avoir déchaîné 6 salves de feux d'artifice explosifs sur la forêt, il fait le point avec Zoro pour savoir ce qui se passe. Lorsque Zoro scrute la zone, il voit Starlia allongée sans défense au sol après avoir été prise dans l'explosion, et cela l'excite. Il remercie donc Taro et lui dit de se concentrer sur Ragnar. Alors que Zoro émerge du sol, il remarque que Starlia est à moitié consciente, alors il lui dit de rejoindre sa lignée pour qu'elle n'ait pas à mourir là. Mais Starlia refuse et invoque plutôt une grande lance remplie d'argent, qu'elle lance directement vers lui, le clouant à un arbre. L'argent de la lance fige Zoro, et avant qu'il ne puisse libérer son poison, 2 soldats apparaissent et portent rapidement la princesse. Juste à ce moment-là, Chris arrive aussi, et alors qu'il retire la lance, Zoro se brise en morceaux. Starlia communique alors télépathiquement avec ses soldats dans toute la base et les motive à ne pas abandonner. Elle les exhorte également à rassembler leur volonté pour tuer des dragons, et quand ils le font, elle canalise magiquement cette volonté dans la lance que Chris tient et lui ordonne de la lancer vers Taro. Alors que Chris lance la lance, le corps à moitié mort de Zoro crie un avertissement à Taro au sujet de l'attaque imminente. Taro réagit alors avec une explosion massive, et la collision est un mélange violent de feu et d'argent. Cependant, la lance traverse, mais Taro parvient à survivre avec seulement une égratignure. Mais de nulle part, Ragnar apparaît, et alors qu'il attrape la lance, il la fusionne avec sa main et bombarde Taro avec une quantité inimaginable d'argent qui l'envoie s'écraser au sol. Regardant cela depuis une falaise, Zoro panique, se demandant si Taro est mort, mais il est soulagé d'entendre la voix de Taro. Cependant, ce soulagement s'évapore instantanément, car Taro lui dit que ses blessures sont trop graves pour revenir en arrière et qu'il veut se faire exploser comme dernier hommage à la lignée. Son plan est d'emporter les ennemis avec lui dans l'explosion. Et même si l'idée de perdre quelqu'un d'aussi proche de lui le brise presque complètement, Zoro comprend que ce que Taro choisit de faire a en réalité un sens. Alors, le cœur lourd, il donne son feu vert à Taro et s'envole dans le ciel sous forme d'oiseau. En dernier acte de loyauté envers la lignée, Taro canalise chaque goutte de sa magie explosive dans son cœur et se fait exploser. L'explosion traverse la forêt en direction de la base, tout en détruisant tout sur son passage. Heureusement, Ragnar arrive juste à temps et lance sa magie argentée devant l'explosion pour l'intercepter. Cependant, alors que le feu massif commence à le submerger, Starlia le rejoint soudainement. Et en s'agrippant par les mains, ils combinent leur pouvoir argenté pour contrôler l'explosion. Pendant ce temps, le reste des soldats continue de tenir la ligne à la base contre l'assaut des dragons, tandis que Ragnar et Starlia canalisent chaque dernier morceau d'eux-mêmes pour contenir l'explosion. Mais soudain, toute l'énergie de l'explosion converge directement sur eux deux, et sa force écrasante commence à broyer leur argent de l'intérieur. Réalisant qu'ils vont être rôtis si cela continue, Ragnar parle rapidement à Starlia de la lame d'argent dans son cœur et lui demande de l'aide pour exploiter son pouvoir. Alors que Starlia envahit son esprit, elle aperçoit ses souvenirs et la solitude qu'elle découvre la choque. Avec son aide, Ragnar libère ses arts de combat Silverine, tandis que Starlia allume sa forme Silverine. Ensemble, ils déchaînent un torrent d'énergie argentée qui fige l'explosion. Mais juste au moment où ils pensent que c'est fini, Walti Kamui apparaît et décapite Starlia comme une robot défectueuse. Puis, sans retenue, il attaque Ragnar avec toute sa force. Épuisé par le combat, Ragnar est projeté au sol par la griffe électrique de Walti Kamui. Tremblant au sol, Ragnar essaye de bouger, mais réalise que son corps est trop faible. Soudain, il s'évanouit et, à son réveil, il est bandé de partout, allongé dans une tente, avec d'autres soldats blessés. En sortant, il se demande où il est et voit le vieux Gangmu et les autres soldats, l'air morose. C'est alors que Slimy le prend dans ses bras et se plaint d'avoir essayé de remonter le moral de tout le monde. Juste à ce moment-là, Ike arrive et demande à Ragnar de le suivre, disant qu'il y a quelqu'un qu'il veut lui faire rencontrer. En traversant le camp, Ike révèle que Fu a réussi à activer le cercle de téléportation et qu'ils ont téléporté 600 civils. Cependant, Ragnar remarque à quel point Ike a l'air triste, et quand il le lui fait remarquer, Ike éclate en larmes à cause de la mort de la princesse Starlia et de son incapacité à la sauver. Pendant qu'il s'effondre, Ragnar entend une voix similaire à des ultimatums qui attirent son attention. En se retournant, il voit une fille qui ressemble exactement à Ultimatum et la frappe, pensant qu'elle est la monarque dragon. Mais Ike l'empêche de l'attaquer davantage et essaie d'expliquer qu'elle n'est pas Ultimatum. Alors que Ragnar lutte pour se libérer, d'autres copies de la fille apparaissent soudainement, le laissant sous le choc. L'une d'elles s'avance et précise qu'elles ne sont pas Ultimatum, mais des membres de la peste dragon de l'église solarienne.
Elle révèle qu'elle s'appelle Kurula, le signe du temps, et que tout comme lui, son but est d'anéantir les dragons. Après que Ragnar se soit finalement calmé, Kurula s'assoit pour parler avec lui et révèle qu'il se trouve dans les ruines d'une ancienne ville préservée par l'église solarienne. Elle explique aussi que l'endroit est protégé par l'église pour éviter toute attaque soudaine des dragons. Ragnar apprend alors que Karula a été celle qui l'a guéri, il la remercie et s'excuse de l'avoir attaquée. Une fois les formalités réglées, Karula demande à Ragnar de rejoindre l'église solarienne et de devenir un fléau dragon, mais Ragnar refuse immédiatement. Cruella essaye de le convaincre en lui rappelant que c'était le souhait de Starlia de rejoindre, mais malheureusement, elle est morte avant de pouvoir le faire. Elle lui dit que l'église ne pourra pas accueillir ou subvenir aux besoins des réfugiés s'il ne rejoint pas, mais Ragnar refuse toujours de faire partie de leur religion. Cependant, pendant la conversation, Ragnar aperçoit soudain Chimera au loin, les espionnant depuis le bâtiment opposé. Sans un mot de plus, il abandonne Karula et Ikk pour la poursuivre. Avec Slime comme compagnon, Ragnar s'enfonce dans la forêt à la recherche du bâtiment. Une fois qu'il le localise enfin et entre, il trouve Crimson et Chimera déjà là, l'attendant. Crimson l'emmène dans son laboratoire récemment construit, où il utilise une machine autoréparatrice pour guérir toutes ses blessures. Il révèle alors qu'il s'est réincarné 2 jours plus tôt et a utilisé ce temps pour réorganiser et reconstruire son repère. Avec Starlia maintenant morte, Crimson propose un nouveau plan, qui est de créer une nouvelle force de combat centrée autour de Ragnar. Il dit que le plan se concrétisera dans 3 ans, et d'ici là, toute attaque prévue contre les dragons doit être suspendue. Mais Ragnar refuse, insistant sur le fait qu'il doit chercher Ultimatum jusqu'aux confins de la Terre et la traquer. Crimson lui assure qu'ils finiront par retrouver Ultimatum, mais pour l'instant, leurs chances de victoire sont faibles. Il explique que son plan est de rendre plusieurs membres du corps Argentum aussi forts que lui, mais Ragnar l'interrompt et lui dit que Starlia n'est pas morte. Crimson admet qu'elle comprend que plusieurs coups à la tête ont dû perturber son cerveau, mais Ragnar insiste fermement sur le fait qu'il croit que Starlia est toujours vivante. Crimson pense qu'il est Dululu et continue d'insister pour que Ragnar suspende sa mission de vengeance jusqu'à ce qu'elle crée une armée spéciale capable de résister à la magie de contrôle du temps d'Ultimatum et aux attaques de foudre de Waltikamui. Mais Ragnar refuse son offre et s'en va. À son retour au camp, il trouve Ike, Chris et le reste des troupes déjà en train de planifier une mission de sauvetage pour Starlia. Chris révèle qu'il a une main prothétique qui tire de l'énergie de la capacité de manipulation argentée de Starlia, et puisque ça fonctionne encore, il croit qu'elle doit être vivante. Pendant ce temps, Starlia est retenue en otage à la base des dragons par Walt Akamui, qui prévoit de l'utiliser comme appât pour attirer Ragnar et les autres. Il est très impatient de faire à nouveau face à Ragnar, et cette fois, il espère que Ragnar s'est complètement rétabli. Plus tard dans la nuit, alors qu'elle est seule dans sa chambre, Starlia décide d'aider Ragnar et son équipe en forgeant la plus grande épée Silverine qu'elle ait jamais faite pour lui. De retour au camp, Fu aide l'équipe à préparer un autre sort de téléportation pour les transporter à la base des dragons. Mais comme ils n'ont pas de magie dragon, c'est un problème pour l'activer. Cependant, à leur grande surprise, Karula et ses copies apparaissent et offrent la magie nécessaire. En même temps, Crimson est déprimé après que Ragnar l'ait ignoré. Cependant, en levant les pieds satellites de la base dragon, elle remarque une anomalie qui lui fait soupçonner qu'Ultimatum a perdu ses pouvoirs de manipulation du temps. Cette révélation la sort instantanément de sa déprime et elle mobilise son équipe pour traquer Ultimatum avec Ragna comme appât. Elle explique aussi qu'elle a trouvé un arbre géant absorbant des nutriments dans les veines des victimes. En scannant la zone, elle détecte une immense lueur argentée qu'elle pense être l'endroit où se trouve Starlia. Alors que tout le monde célèbre la bonne nouvelle, Ike avertit qu'il soupçonne la monarque ailée et sa bande de dragons d'être également là. En concluant la réunion, Ike rappelle que l'objectif de la mission est de sauver Sa Majesté et d'éliminer la monarque ailée. Plus tard dans la nuit, Fu finit enfin de créer le cercle de téléportation et après l'avoir activé, Karula et ses sœurs de lumière commencent à canaliser leur magie. Cependant, la quantité de pouvoir magique nécessaire pour activer le cercle épuise leur force vitale et fait vieillir leur beauté parfaite. Alors que ses sœurs commencent à mourir une à une, Kurula explique calmement que leurs vies sont insignifiantes car leur but est de soutenir ceux qui combattent les dragons. Après avoir dit cela, elle meurt aussi et les troupes sont téléportées magiquement à la capitale. Dès leur arrivée, des dragons surgissent soudainement du sol et attaquent, mais le groupe parvient à se défendre. Mais à ce moment-là, Gorgias se transforme en Godzilla et menace de tous les écraser. Pendant ce temps, Ragnar retrouve Walter Caneway pour leur revanche tant attendue. Mais c'est à ce moment qu'il apprend que l'horrible écureuil
à empoisonner Starlia. Alors que Ragnar se précipite pour vérifier son état, Zoro, d'un autre endroit, révèle que la princesse va mourir à tout moment et qu'il n'y a rien qu'il puisse faire pour l'arrêter. En luttant pour rester en vie, Starlia donne à Ragnar l'épée qu'elle a fabriquée pour lui et s'excuse en pleurant de ne pas avoir pu en faire une parfaite. Mais Ragnar lui assure que la lame est parfaite, et alors qu'il part défier Voltakamui, Nazarena arrive pour s'occuper de Starlia. En marchant vers Voltakamui, Ragnar commence à irradier de l'énergie sylvarenne et insiste pour que Voltakamui se transforme en dragon avant de commencer leur combat. Kamui accepte avec enthousiasme comme le maniaque de la bataille qu'il est, et en se transformant, il invoque ses puissantes lances tout en crépitant d'électricité. La force pure de leur collision, lorsqu'ils s'affrontent, oblitère complètement le sol sous eux, mais Nazarena attrape une épée argentée volante, lancée par Ragnar, et l'utilise pour propulser Starlia hors de la zone d'explosion. Pendant ce temps, Zoro subit une transformation complète en dragon à bec, et les soldats Argentum lui lancent tout ce qu'ils ont pour le faire tomber. Le vieux Gamu actionne un interrupteur et devient complètement sauvage contre Zoro avec toute la force que son corps vieillissant peut encore produire. La pression incessante de l'assaut combiné des soldats commence à faire peur à Zoro. Ne reculant pas, Zoro déchaîne un brouillard empoisonné sur eux, mais Gamu le tranche et le fait tomber au sol. Réalisés que c'est leur chance de mettre enfin Zoro hors d'état de nuire, les soldats se précipitent tous pour l'arrêter. Mais soudain, la main prothétique de Chris, alimentée par l'énergie silverine de Starlia, tombe, faisant geler tout le monde à l'idée que cela pourrait signifier que Starlia est morte. Cependant, alors qu'ils sont encore sous le choc, Zoro se transforme en une autre abomination, plus forte et plus féroce que la précédente. Alors qu'il lève son arme massive, Gamo pousse rapidement Shin hors du chemin, mais le vieux homme se fait trancher en deux, mettant fin à sa vie instantanément. En même temps, Ragnar et Voltakamui continuent de se battre férocement, même en emportant le combat dans l'espace, et aucun d'eux n'est prêt à abandonner. Pendant que Nazarena et Starlia regardent Ragnar se battre dans le ciel, le poison prend complètement le contrôle des organes de Starlia. Mais juste au moment où il s'approche, Shin apparaît de nulle part, irradiant une énergie argentée et le frappe au visage avec un coup d'argent. En se lançant sur Zoro, Chris réalise que rien de ce qu'il a combattu n'a plus d'importance que ce moment. Même avec le sang coulant de son corps, il déchaîne une tempête de coups. Lorsque les yeux de Zoro s'ouvrent, il est redevenu complètement humain et ne peut même pas bouger un doigt. Ike s'approche calmement et lui plante une lame dans la poitrine. Elle révèle que le soi-disant dieu qu'il a envoyé détruire le monde n'est qu'un gamin surpuissant en pleine crise. Cette révélation frappe Ultimatum comme un train. Sentant qu'elle est poursuivie, Ultimatum tire de petits missiles, mais Crimson les évite facilement. Dès qu'elle voit son ouverture, elle prépare son tir. Pendant ce temps, Ragnar et Voltakamui échangent des coups sans qu'aucun ne prenne l'avantage. Ultimatum peine à se relever quand des soldats s'approchent d'elle. Poussé par cela, Voltakamui explose en vitesse et en puissance, et Ragnar ne peut plus suivre. Voltakamui frappe la jambe de Ragnar et lui coupe la tête. Alors que Ragnar prend une posture familière, Voltakamui se rend compte qu'il a déjà vu cette posture. C'était celle qu'il avait presque envoyée dans l'au-delà. Il se vante et dit à Ragnar de venir à lui avec toute sa force. Pendant ce temps, Ultimatum parvient à avancer en appelant à l'aide. À ce moment-là, Voltakamui se lance sur Ragnar et en plein élan, il se transforme en sa forme finale, mais en percutant Ragnar, il se désintègre. Cela l'excite, mais alors qu'elle est perdue dans le moment, elle se fait tirer dans la poitrine par un homme de Starlia. Ultimatum tombe au sol. Juste à ce moment-là, le soleil se lève et sa chaleur commence à la rôtir lentement. Elle pleure alors que son corps brûle jusqu'à disparaître. Lorsque Ragnar répond qu'il veut continuer, Crimson l'emmène dans son labo et le soigne. Ensuite, il découvre l'équipage et que Starley est en vie.
Crimson explique que le poison est parti, mais on ne sait pas quand elle se réveillera. Ragnar pleure, croyant qu'elle se réveillera pour lui forger l'épée. Mais en chemin, il croise Shin, qui se remet aussi de ses blessures. Ragnar lui dit au revoir, expliquant qu'il part chasser la prochaine lignée. Comment Silverine si tu regardes ce récapitulatif jusqu'à la fin. Et si tu aimes les récapitulatifs d'anime comme celui-ci, abonne-toi à la chaîne et regarde cette prochaine vidéo.